Salut! Je suis justement en train de suivre le prochain numéro de votre émission Zoom. Deux grandes questions. Que faut-il faire pour que l'armée congolaise, les FARDC, gagne la guerre de l'Est? Faut-il revoir la formation? Faut-il compter sur le recrutement des masses populaires? La mobilisation populaire, lancée par le président de la République. Est-ce la solution? Est-ce que les FARDC sont de taille? Oui ou non? Eh bien, toutes ces réponses sont ici, dans votre prochaine émission Zoom avec encore et toujours le capitaine Bosengue. Je rappelle, un ancien des forces spéciales des forces armées zaïroises, ex-FAS comme on disait. Eh bien, le voici, sans commentaire, ce sera ça, votre prochain numéro. Ne ratez pas ce prochain rendez-vous très bientôt sur Zoom. La valeur d'une armée, ce n'est pas les avions qu'on achète en Russie. Ce n'est pas les armes. Ce n'est pas ça qui fait la force d'une armée. Moussa Mabé avait défait la Libye qui avait des missiles. Et l'arme la plus sophistiquée, c'est la lance-roquette numéro 7. C'est que vous voyez les militaires passer. Oui, en défilé, là, oui. Mais comment est-ce qu'il avait fait alors, Moussa Mabé? La valeur intrinsèque du soldat. L'armée, les FAS avaient des soldats bien formés. C'est ça qui fait la force d'une armée. Ce n'est pas l'armement. Parce que l'armement, les soldats, ils fuient, ils laissent. Mais s'il est bien formé, avec peu d'armement, il peut faire des choses. Et ça va dans la formation de base. Ok. Je crois qu'à ce propos, je peux dire quand même quelque chose. Allez-y. Je peux dire que puisqu'on est dans l'histoire nationale, on parle toujours de la DSP de Brazza. DSP de Brazza, oui, du président Sassou. Qui a mis le président Sassou au pouvoir. Oui. D'abord, je dis que le président Sassou n'a pas été mis au pouvoir par la DSP. Ça, c'est pas correct. Et puis, il n'a pas exercé la DSP à Brazza. Ça étonne les gens quand je l'ai dit. Parce qu'on nous a dit que c'était la DSP qui a assuré sa sécurité, tout ça, oui. Oui. Ce serait l'ex-DSP. Votre serviteur, j'ai travaillé dans les hauts commandements des Congo. D'accord. Pendant les opérations, si je n'étais pas le deuxième, j'étais la troisième personne. À Brazza. À Brazza, au Congo, Brazza. Oui. Ils sont là, ils sont en vie. Il n'y avait pas la DSP. On avait les généraux Ouezabo. Il y avait les colonels Ndima, les colonels Mbeto, à qui je présente mes respects en passant, ce sont des généraux maintenant. Le colonel Ndima est à Goma, le commandant région, comment on appelle? Ils sont des militaires, état de siège. Il est à Goma. Oui, d'accord. À qui je présente mes respects. Le général Mbiato, il est ministère de la Défense. Il est du cabinet. Ils étaient à Brazza. Mais les Congolais ont dit, écoutez, vous êtes de haut gradé, vous allez vous occuper de l'administration. Vous laissez les capitaines là. Maintenant, ce que les capitaines ont fait, c'est de recruter des jeunes Zaïrois, des Chegué, qui avaient combattu dans les milices de Sassou. Ils avaient le pouvoir de faire la guerre, puis ils ont combattu. Oui, sur place à Brazzaville, tout à fait. Oui. Comme Cobra. Tout ce que nous on a fait, c'est de les récupérer et de leur donner une formation. Je suis en train d'atterrir sur la formation. Donc vous avez récupéré les anciens Cobras, les Cobras et les ninjas? Les ninjas. Non, les ninjas, c'était les camps ennemis. Voilà. Mais les camps de Sassou, c'était les Cobras. Les Cobras. Les jeunes gens là. Nous les avions récupérés, formés. Et quand je dis formés, c'est la formation. Puisque la formation de base inclut plusieurs. Au fait, dans la formation de base du soldat, ce qui pose problème chez nous, c'est que il faut développer des réflexes. Or, en 3 mois, on ne peut pas développer des réflexes. En 3 mois, ce n'est pas possible. Non. Et nous recrutons des jeunes gens à qui nous apprenons à tirer. 3 mois après, nous donnons un arme envoyée au front. C'est là où je voulais aller par rapport au recrutement qui se font. Actuellement. C'est pas bon. D'accord. Je ne sais pas si je ne dois pas peser sur ça, mais je crois que tout part de là.
Si le militaire, la troupe n'est pas bien formée, vous pouvez avoir des avions, des blindés. Oui. Dans la formation du soldat, par exemple, la première des choses, des réflexes, c'est de supporter la détonation du fusil. Supporter? La détonation des fusils. Ah. Boum! Oui. Le militaire doit être formé pour supporter ça. Un militaire formé, tel que je suis là, par réflexe, même si ça peut être boum, vous n'allez pas me voir sursauter. C'est pas parce que je suis très fort courageux, non, c'est resté, c'est le réflexe. Le réflexe est resté, de par de la formation. Voilà. Ça prend du temps. Il faut savoir faire des exercices de tir. Est-ce que ces jeunes gens qui nous font, ils vont subir combien de séances de tir avant d'aller au fond? Je ne sais pas, bon, je crois qu'il ne faut pas faut pas trop creuser sur ça. Mais, enlevons d'abord ça. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Allons-y. La formation de base. Ce qu'on a fait par exemple avec les jeunes Cobra. Voilà. Je dis, messieurs, qui d'entre vous ici est plus rapide qu'une balle? Qui peut courir plus vite qu'une balle? Oh, personne, d'accord. C'est-à-dire que quand ça tire, ça ne sert à rien de courir. La première chose, c'est de tomber à terre. À plat ventre. À plaquer à terre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à terre, il y a beaucoup de chances que ça passe. Au-dessus, oui. Ça, il intériorise. Lui-même, il faut comprendre. Il se dit, oui, en fait, c'est vrai. Si je fuis, je serai debout. La balle peut m'atteindre. Mais si je suis par terre, ça ne va pas m'atteindre. Il intériorise ça. Il va garder ça avec lui. Mais ce n'est pas une seule fois. Pendant l'exercice, il faut chaque fois lui ramener sur ça. Deuxièmement, quand ça tire, il faut regarder d'où on a tiré. Pour savoir comment se protéger, comment réagir. De trois, vous allez connaître, vous allez vous renseigner sur les tireurs par rapport au son et la façon de tirer. D'accord. Si vous avez quelqu'un qui tire, probablement qu'il a peur. Ah oui. C'est pas un bon. Ok. C'est pas un bon. Il peut avoir peur et à ce moment, vous remarquez qu'il vide rapidement ses chargeurs. Là, c'est pour faire peur à l'autre. C'est la peur quand Oui. on a peur. Parce que celui un bon. Il vise. Paka. Quand vous avez fatigué, il fait Paka. Paka. Il faut faire très attention. Ok. C'est quelqu'un qui vise. Oui. C'est qui a la maîtrise. D'accord. Parce que l'arme, vous remarquerez que la plupart des non-militaires, mais ça, je n'ai pas vu. Je félicite la FARDC, ils n'ont pas beaucoup ça. Mais ailleurs, ils enlèvent la crosse. La crosse de l'arme? La partie en bois. Oui. Souvent, vous remarquez que ça devient. Et pourquoi? Ils enlèvent ça. Bon, c'est pas du cinéma, le scoutisme, c'est bien, ça fait beau. Ok. Quand vous avez déjà ça dans une arme, vous avez détruit l'arme. Puisqu'on ne peut plus l'utiliser. Tout ça, c'est pour être bloqué. Contre l'épaule? Oui. Il y a ici la ligne de mire, il y a les guidons, les étons, il y a même la hausse. Et c'est le problème qu'on avait avec les Congolais. Ils paniquaient tellement que quand les ninjas se pointaient, ils tiraient en désordre. Mais nous, on a dit aux jeunes gens, écoutez, s'il est à 100 mètres, mais regardez la hausse avant de tirer. C'est indiqué 100 mètres. Vous estimez qu'il est à 100 mètres, vous mettez à 100 mètres. Ça, c'est le secret que les aéros avaient, que les Maliens, les Angolais, les Tchadiens n'avaient pas. Ah, d'accord. Vous voyez? Et ça vient de la formation de base. Oui. Et maintenant, les formations de base doivent être des exercices à balles réelles. Exercice à balles réelles. Balles réelles. Ok. Parce que quand vous n'avez pas multiplié des exercices à balles réelles, ces réflexes-là de supporter la détonation ne s'installent pas. D'accord. Oui. Et ça, c'est la formation de base. Il y a la condition physique. Regardez un peu, quand vous jouez au foot, vous êtes bon, mais quand vous êtes fatigué, les passes commencent à devenir mauvaise. C'est-à-dire que quand vous êtes essoufflé, le réflexe même, le niveau du sang qui va dans le cerveau, vous devenez mauvais sur le terrain. Donc il faut toujours une condition physique. Et les réflexes, ça s'acquiert pendant la formation.
Ça ne peut pas se faire en 3 mois. D'accord. Il faut 9 mois au minimum. Ah, 9 mois minimum. Au minimum. Ok. Donc, j'ai parlé Et là, c'est au minimum. au minimum, Oui. la formation de base. J'ai parlé de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des militaires. J'ai parlé de la formation de base. Il y a aussi le choix des hommes. Le choix des hommes. Les hommes. Expliquez un peu ça. Il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il Ah, faut. À l'époque, à notre époque, à l'époque des phases, pour devenir, pour commander une unité, par exemple un bataillon, mhm. on exige que vous ayez un brevet de technicien d'état-major. Technicien d'état-major, d'accord. Ou alors, vous avez longtemps travaillé comme officier opérationnel, Mhm. dans les cartes, ou... même si vous n'avez pas les techniciens d'état-major, mais on regarde dans votre biographie, dans votre CV. On dit, ah, celui-là, il a beaucoup travaillé dans les opérations, bureau opérations. Et c'est pourquoi, souvent, ceux qui devenaient des commandants, c'est ceux qui sortent dans les bureaux 2, sont des bureaux 3, sortent dans les renseignements ou les opérations. Parce que là, ils travaillent dans les cartes, ils sont dans... Ouais. Mais c'est difficile de prendre un administratif et de lui donner un commandement. Ah, ok. Il n'a pas les réflexes. Oui, d'un homme de bureau. Il est l'homme des bureaux. Oui. Alors, ce qui s'est passé avec notre armée, c'est là aussi qu'il faudrait que je le dise. Si peut-être ça peut, je ne sais pas si ça peut me valoir la porte de la prison, mais je ne crois pas. On est dans la critique objective. À un moment donné, quand l'AFDEL est venu, Oui. en fait, les ex-phases qui avaient approché l'AFDEL, Oui. qui avaient des relations, des liens, de l'autre, curieusement, il y en avait 3 les plus en Gradé. les plus en Ok. un était un informaticien, Mhm. l'autre était un administratif, et le troisième était un gendarme. Ce n'étaient pas des hommes de terrain, des hommes de combat. Qui était à tête. Non, un informaticien, Oui. il n'est pas fait pour commander des Mhm. unités de combat. Tout à fait. Un gendarme, il est dans ses PV, dans ses Oui. enquêtes criminelles. Oui. Un administratif, il compte l'argent pour payer les gens. Mais quand ces gens-là ont pris la superstructure de l'armée, ce qui est grave, ils se sont arrangés pour Et écarté. la concurrence. Tout est parti de là. À part les nominations fantaisies de 92, de 6 mois, vous passez, passez. Après l'AFDEL, maintenant, il y a ces phénomènes-là. Un informaticien, un administratif, un gendarme qui ont pris le devant au niveau de l'armée et qui ont fait le nivellement par les bas. Mhm. Nivellement par les bas. Et ça fait que les meilleurs étaient marginalisés. La question au royaume des aveugles, Les bonnes sont rois. que nous étions des rois. Et c'était pour l'intérêt du pays. Et c'est comme ça que vous avez une armée qui ne fait jamais de manœuvres. Tout est parti de là. Une armée qui ne fait jamais des exercices. Et si vous voulez reconnaître nos il faut regarder ici. Si Les abdominaux. Congolais, Maliens, Tchadiens, les nôtres, vous allez les reconnaître par là. Le Il n'y ventre. a pas d'exercice. De le choix des hommes. À notre époque, pour passer commandant des chef d'état-major de la force terrestre, vous devriez au moins avoir commandé la première région militaire. Si vous n'avez pas commandé la première région militaire, en tout cas, je connais, ils sont tous passés par la première région militaire. Et pour commander la première région militaire, il fallait avoir déjà commandé une grande unité pendant un temps. Ok. Ça sont des filtres au niveau de la compétence. Pour sélectionner, pour qu'on ne tombe pas tomber, pour avoir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez? Et c'était comme ça. Mokobo, Mossala, ils sont tous venus de la première région militaire. D'accord. Vous voyez? Oui. Et pour commander la force aérienne, vous devez être un pilote Mhm. de chasse, D'accord. pas un transporteur. Ok. C'est quoi la différence? Le transporteur, c'est pour transporter les haricots, la tour. Dans les Bumundum, qu'on appelait le Hercule C-130, oui. Mais les chasses, les mirages, Ouais, ça c'est les avions de chasse de guerre. les gars.
comme le Kikunda, il était un pilote, c'est un instructeur pilote de l'équipe. Le général Kikunda, feu général Kikunda. Il est venu transporter après avec le ventre. Oui. C'était un chasseur. Et le major Mbo? Oh, ça c'est. Ah, même les Français. Bon, mon frère Arsène, vous me rappelez une histoire qui. Oui. Il faut que le public en sache. Oui. On était au Tchad. Nous, la RDC, nous avons une puissance militaire de vocation biblique. Une puissance militaire de vocation biblique. C'est-à-dire? C'est la Bible qui fait que nous soyons forts. Quand vous allez dans Ésaïe 18, 1 à 3, on dit un pays au sud de l'Éthiopie. L'Éthiopie, selon les Romains, c'est ce qui était après le Soudan et l'Égypte. Ce n'est pas les pays, donc c'est nous. C'est d'où est partie la reine nègre, la reine de Saba. D'accord. Oui. Ces pays est traversé par des fleuves. Où retentit le cliquetis des armes. Les pays où le cliquetis des armes, oui. Ça a un rapport avec les armes. C'est comme ça que vous verrez que, vous savez, au niveau de l'institution nationale, les gens racontent ça, mais ils ne savent pas que la première défaite des Allemands, c'est la force publique qui avait les combats. De la force publique. Vous avez dit, oui, non? Tout à fait. La force publique. Les Romains, les Romains, les maréchals romains. Défaite par les troupes de la force publique. Et c'est ce qu'il y avait. Vous savez, les Blancs n'en parlent pas suffisamment. Hein. Mais s'il y avait un débarquement en Normandie, c'est grâce à cette défaite de la force publique qu'il y avait aux troupes italiennes de l'Afrique de l'Est. Quand ils étaient défaits, c'est ce qui a fait que les Alliés puissent, le front dégagé, aient renforcé l'Afrique du Nord pour préparer le débarquement de l'Afrique du Nord qui préludaient au débarquement de la Normandie. Mais on parle du débarquement de l'Afrique du Nord sans jamais parler de ce qui s'est passé en Afrique de l'Est. Et c'est la première défaite des Allemands, c'est les Congolais. La force publique congolaise. La force publique congolaise. Voilà. Que nous avons. Même quand on dit la Légion saute sur Kolwezi. Oui. La Légion est venue à Kolwezi plus de 6 heures après. Qui est le major Mayele avec les bataillons a déjà libéré la ville. La Légion française. Elle est venue après. Oui, après. Mais on dit que le major Mayele avait 3 compagnons. On revient sur les bataillons. Voilà. On revient sur les bataillons. Une compagnie de majors, de capitaines. Les choix des hommes, l'homme qu'il faut... À la place qu'il faut. Mes frères, chers compatriotes, cette histoire de notre frère Sam Komango, ça doit nous interpeller. Nous ne le disons pas pour critiquer, non. Nous disons pour que ça soit, qu'on tire des enseignements de l'histoire, pour modifier. Puisque nous avons cette puissance, mais c'est à nous, Dieu nous a donné cette puissance, mais c'est à nous de la réaliser. Si nous la réalisons, comme ça, toujours des esclaves de Rwandais. C'est à nous de nous donner cette puissance-là, c'est à nous. Il nous a déjà donné ça, mais c'est à nous de l'accomplir. Vous avez le 311e bataillon parachutiste qui doit libérer Kolwezi. Il est commandé par le major Mayele. Major Mayele. C'est un colonel. D'accord. Et Major Mayele est là, il commence les opérations en 69 en tant qu'adjudant. Ok. De Jean Scram. Il a été dans les fronts partout. Et c'est comme ça que Macha dit, c'est toi qui vas commander. D'accord. C'est pas puisqu'il était Mungala, où il était de le côté. Non, c'est parce que lui, il est meilleur. Il sait que quand il y a un problème, je compte sur Mayele. Le choix des hommes. Maintenant, à son tour, les gens qui constituent le 311e bataillon, vous avez le capitaine Mosala, le capitaine Mokonzi, le papa de Karim Mokonzi, le capitaine Tembele. Tous, ils reviennent fraîchement des États-Unis. Ils ont été faire le cours avancé, infanterie avancée. On fait les Special Forces. Force spéciale. Des opérations spéciales. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas. C'est pas puisqu'il est le cousin de... Non. Et ils sont tous des rangers. D'accord. Capitaine Ranger Mukundi, Capitaine Ranger Moussala, Capitaine Ranger Mukundi, Capitaine Ranger Tembele. D'accord. Le major Mayele, un guerrier tout fait. Ok. Allez, à Kolwezi.
Ils arrivent à Kolwezi, ils étaient à Lubumbashi. Le major fait l'opération, il conçoit le plan d'opération. Il dit bon, on aura un bataillon qui va, une compagnie qui va avancer par route. Non, il y aura une compagnie qui va sauter sur l'objectif et 2 compagnies qui vont avancer par route. Là, c'est intéressant. Parce que ça, c'est le major, il racontait ça. Il dit, mais je vais faire comment? Mokonzi et Maye et Moussala sont de Mbouza comme moi. Oui. Tembele Mwandi, c'est pas grave. Maintenant, moi et Moussala, on est même village. Mokonzi et Mbouza, mais le village un peu éloigné. Il dit, mais si je fais sauter Tembele, on va dire, il a protégé les siens. Oui. Si je fais sauter Mokonzi, il va dire qu'il a protégé celui de son village. Oui. Il dit, Moussala, Yom te re-sauter. Moussala se met debout, il commence à l'insulter à Kimbouza. Ok. Mais entre-temps, le nom de Moussala authenticé, c'est Moussala Mojandongo. Le travail devient difficile. C'est ça que ça veut dire? Oui. Le travail devient difficile. Vous voyez les noms que nous prenons. Son travail, c'était de sauter, mais c'est un travail difficile. Et c'est comme ça que Maël a dit, non, c'est toi qui vas sauter sur l'ennemi. Les autres, le soir, ils commencent, ils prennent la route. Lubumbashi, Likasi, ils viennent se terrer devant le pont Lualaba. Oui. En attendant demain matin. D'accord. À 6 heures, le Transal décolle avec la compagnie du capitaine Ranger Moussala pour Kolwezi. À 6 heures, le premier homme qui saute sur Kolwezi, c'était un sous-lieutenant Habit de l'EFO 8. Il est devenu colonel, il est décédé. Ce n'est pas des Français. Le premier homme qui saute sur Kolwezi, c'est ce lieutenant Habit, EFO 8. Ok. Chef de premier peloton. Ok. C'est lui qui saute. Oui. Au même moment qu'ils sont en train de sauter à 6 heures. Oui. Ceux qui étaient déployés par route, ils prennent d'assaut le pont Lualaba. Ok. Nous, ils récupèrent la gare centrale. Ceux qui ont déjà maîtrisé le Kige, ils viennent les rejoindre, ils font jonction, ils prennent l'aéroport. D'accord. En apprenant que Maël a récupéré l'aéroport, les commandants, les gens, le corps, même au bout, tu dis, je viens. Maël a dit, moi je ne viens pas encore pour cette touche, je dis, je viens. C'était son but. Et il a atterri à Kolwezi. Mobutu. Il a atterri avec piloté par Sekikunda. Ça tirait encore, il a atterri. Et à partir de l'aéroport de Kolwezi, il s'est fait un briefing par le major Mayele. Il dit non, on a tout récupéré. Les rebelles sont... Mais le problème c'est que les rebelles sont en débandade. Ils ont pris en otage des étrangers. Des étrangers. Oui. Ils sont dans une villa. C'est maintenant qu'on veut aller. Mobutu dit non, Mayele, laisse tout ça. Parce que s'il y a des bavures, ça serait l'affaire des héroïnes, ils sont incapables. Oui. Qu'on les laisse eux-mêmes faire cette opération. C'est à partir du tarmac que le général même Mobutu appelle Paris. Et Paris donne des instructions à Libreville. Est-ce que vous voyez tout ce temps? Oui. Maintenant, ils viennent sauter, pas pour libérer la ville de Kolwezi qui est déjà libérée, pour libérer les otages. Mais comme... L'histoire raconte que l'armée française a libéré Kolwezi. D'où le film... la Légion saute sur Kolwezi. C'est un mensonge. Ce que je vous dis là, le Jean Maël avait dit à la conférence en présence de l'attaché militaire de France. Il avait fait cette intervention-là, en faisant venir l'attaché militaire de France pour être présent quand lui il disait, il expliquait comment ça s'est passé. Pour démentir. Démentir. Oui. Le président il est là depuis 2 ans, non? Mais déjà... Le président, non, c'est 4 ans maintenant. 4 ans. Oui. Déjà 2 ans avant, ça c'est une improvisation. Parce que ce qui va se passer quoi? Rapidement, on a besoin qu'ils viennent sur le terrain. Ils vont faire 3 mois, ils vont partir. Même quand ils produisent les mêmes effets. Ils ne seront pas efficaces, puisque la formation de base est bâclée. D'accord. Parce qu'on a déjà eu le passé, il y a eu Musée a fait ça. On a déjà fait plusieurs fois faire ça. Maintenant, une politique, c'est ce qui nous permet à ce que on se dise, bon d'accord, comment on va intervenir dans une année
Commençons déjà maintenant à faire le recyclage des anciens instructeurs et la formation des nouveaux instructeurs. D'accord. On commence une année avant. On fait des communiqués qui étaient des instructeurs des antiterror à Kibomango, qui étaient des instructeurs à Kotakoli, qui étaient des... On les regroupe quelque part en séminaire. Ok. Les Américains appellent ça les refreshments. Toujours rafraîchir la mémoire. Entrer ici. Pendant un temps. Maintenant, eux, ils vont former des nouveaux instructeurs. On est encore à la formation des instructeurs. Voilà. Politique de défense. Ce que nous devons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. D'accord. Un management cohérent. Maintenant, on forme les instructeurs. Maintenant qu'on a formé les instructeurs, il faut maintenant aller à la deuxième phase. Il faut réhabiliter les centres d'instruction. Le centre d'instruction, ici, nous avons... Bon, les traditionnels, on a Kitona, Kotakoli, oui. les commandos. On a Kisangani pour les commandos, Pafarunganga, mais Kisangani déjà ça va. On a Kitona, Kisangani, Kibomango, les antiterrors. On réhabilite ces centres-là. Réhabiliter veut dire que les infrastructures, les WC, les dortoirs. Oui. Et actuellement. Je crois que c'est à plat. Ok, tous. C'est à plat. Et le faux? Je crois que le faux doit fonctionner. Hein, d'accord. Mais les centres. Qui tourne encore, il y a quelque chose qui marche. Mais les Kotakoli, même les CETA. Mais ça, une parenthèse. C'est quoi une armée? On n'a pas de troupes aéroportées. Voilà. C'est que là, comment actuellement, nous n'avons plus de troupes aéroportées. Des choses comme les rebelles de Bunagana, là, ça c'est des opérations spéciales. Les troupes aéroportées, c'est des forces spéciales. D'accord. Ça c'est leur domaine. Mais nous, on n'a pas de troupes aéroportées. D'accord. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au renforcement, on appelle ça le... En fait, il veut faire le renouvellement ou le renforcement des effectifs. On a commencé par la préparation des instructeurs, réhabilitation des centres, des endroits où ils seront. Et ce n'est qu'après que viendront les recrutements. Parce que quand ils sont recrutés, les instructeurs sont là. Oui. Les locaux sont là. Oui. Mais ce qui va se passer, on va les garder, ceci, on va les faire rapidement là-bas, sous la pluie. Les instructeurs, qui les forment? La question qu'on me pose. Qui les forme? Est-ce qu'ils sont outillés pour former bien les gens? Mais vous-même, on vous a jamais fait appel à vous? Mais moi, je suis un individu. Il y en a plusieurs. On ne pouvait pas faire appel à moi. Bon. Je pense qu'il faut donner ce témoignage-là. Pourquoi c'est important pour notre nation? Oui. En 2001, je revenais de Brazza. J'étais revenu de Brazza sur appel dont les autorités ont négocié. Et moi-même, je tenais à ça. Pourquoi? Puisque j'avais un souci. Ça tournait à l'est, on n'arrive pas. Mais nous, on a des jeunes gens ici à guérir. C'était des cobras, des civils à qui on a donné l'information. Je parle devant les micros, ça sera diffusé, les autorités en face peuvent l'entendre. C'est de Brazza, oui. Les Congolais, les autres étaient devenus la meilleure des troupes, les Buffalo. Les ex-phases. Bon, on appelle ça. Bon, en fait, je vais être clair. Oui. Il y avait une dizaine d'ex-phases. D'accord. Qui construisaient les cadres. À Brazza. À Brazza. Oui. Qui étaient avec moi. Oui. Une dizaine de cadres, dont 2 ou 3 personnes de la DSP. Mais à part ça, tout étaient des jeunes gens que nous avions recrutés là-bas. D'accord. Des jeunes aéronautes. À qui on a donné la formation. Les bases. La formation requise. Maintenant, il fallait, en évoluant, les Congolais ont reconnu que les Aéros sont les meilleurs de troupes. D'accord. Que les Angolais, que les Maliens, que les Tchadiens. En 2001. 99. C'est comme ça que quand il y a la conférence nationale, moi je me suis dit, mais l'expérience là, il faut en faire profiter au pays.
J'ai sollicité de venir. J'étais venu, j'étais reçu ici au Grand Hôtel, logé, on va vous recevoir. On est Le Front National. Non, c'était non, le Dialogue, oui, dialogue national intercongolais. 2001. Oui, dialogue intercongolais, sous Musée déjà. Voilà. C'était sous Musée. Non, Pardon, c'est déjà Joseph Kabila, oui, c'est après ça, en 2001. Oui, Musée décédé en janvier 2001. Voilà. Bien logé au Grand Hôtel, on va vous recevoir. Mais on est arrivé le samedi, le dimanche, j'étais reçu par l'amiral Luanda. Il peut me suivre, je crois qu'il va me suivre, ce que j'ai dit ici. Dans son bureau, il était encore à la force navale, avant qu'il ne monte à l'état-major général. D'accord. Était présent le général Kaboulou, à cette époque il était encore colonel, je crois. Le colonel Boyongo, je crois. Il y avait deux ou trois. J'ai dit au général Luanda, mon général, moi, si j'ai tenu à revenir au pays, je n'ai pas besoin de Kinshasa. Je n'ai pas besoin de grade. À la limite, je n'ai même pas besoin de fonction. Mais j'ai besoin qu'on me donne un cadre que je forme les gens. Mon souci, j'ai fait ça pour les autres. Chez nous, ça ne marche pas. Ça dérange pas. Oui. C'est comme ça que moi, je suis venu en 2001. D'accord. Et je l'ai dit ça à l'amiral Luanga. Il est en vie, il pourra me suivre. Donnez-moi un cadre quelque part. Je vais récupérer ces jeunes gens très expérimentés là. On va constituer l'ossature de base. On va les renforcer. Parce que c'est l'état d'esprit. Et aussi les nouveaux ils vont acquérir le même état d'esprit. Et comme on regarde cette histoire de l'Est, c'était la dernière fois que je me faisais recevoir par des officiers de haut rang. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Venez ici, passez des mains. Et sans suite. Sans suite. Juste parce que j'ai été délogé de l'hôtel. Maintenant, les enfants commencent à me dire, tu vois, tu étais là chez Sassou, au chou, aux petits oignons. Oui. Regarde, tu as dit de venir au pays. Regarde maintenant, nous, on étudie. Okay. Ça, je l'ai dit pour les gens, pour me poser la question. Mais c'est notre pays. On est là. Quand le pouvoir a changé, moi j'étais détenu quelque part, à la sécurité d'État du Congo-Brazzaville. J'étais pas seul, j'étais avec les gens, mon aîné. On était à deux. Nous, c'est les lions qu'on devait garder dans les cages. D'accord, c'est ça, Brazza. La Brazza. Sur l'instruction d'ici, il faut les garder dans les cages, sinon ils vont. On était là. Ça faisait 3 ans que moi j'étais là-bas, les gens m'avaient normal un jour. Une petite pièce comme ça, vous ne pouvez qu'aller là-bas et revenir, vous ne voyez pas les sonner. Alors, l'ambassadeur Christian Muzumbe est venu nous voir. Ça, je l'ai dit à... Qui est toujours en fonction d'ailleurs. Oui, si, je confirme, il est toujours en fonction. Il dit, mes compatriotes, le pouvoir a changé. Ceux qui vous faisaient garder dans les cages, là, ils ne sont plus là. Mais l'homme qui est venu est ouvert à vos contributions. Moi, je dis, Excellence, moi, je suis prêt à venir et apporter ma contribution. Les gens m'ont dit, moi, je suis venu 6 mois après, j'étais en Dodo, en prison. Quand êtes-vous rentré? 15 mois. 15 mois à la prison de Ndolo, en quittant Brazza. J'ai fait 6 mois, je suis arrivé ici vers décembre, mois d'août, j'étais cueilli en Ndolo. Ah oui, et sur quel motif? Bon, ça, on ne va pas les dire ici. Mais en fait, c'était vide, un dossier, comme toujours un dossier vide. Parce que si c'était fondé, on ne serait pas entré dans la justice militaire, j'ai été jugé. Oui, d'accord. Et puis acquitté. Bon, je disais que, vous me posez la question si... donc j'avais la volonté là. Je peux quand même apporter quelque chose. Tout fait nombre de... Oui. Malheureusement, les gens pensent que ma place est toujours en prison. Si ce n'est pas ici, c'est au Congo. Les instructions qui descendent quand j'étais là-bas, il faut les prendre, il faut les mettre en prison. Mais qui gagne notre pays à ce moment-là? Ce sont des règlements de compte personnels. D'accord. Les gens ont peur de l'émulation de concurrence. Mais le pays gagne quoi? Mais à supposer que si en 2001, on avait
Le cadre que vous avez demandé, On prend ces jeunes gens, ils Oui, viennent. oui. Est-ce que la situation était la même? Je ne sais pas. on ne sait pas, voilà. Et juste aujourd'hui, moi je suis disposé. Moi j'ai l'amour libre. Moi je vais. Moi je suis disposé à mettre ma petite expérience. Mon frère, en 2006, hein, Oui, je ne sais pas s'il est devenu général, je crois qu'il doit être présent, puisque le connaît, Bognon, film va être décédé. Le Bognon peut me suivre. J'étais invité par les Américains à titre individuel, Atlanta, à Atlanta, oui. pour venir les donner les idées. Mhm. J'ai été invité à titre individuel à part au Mozambique 2 fois, Mhm. en Afrique du Sud 2 fois. Mhm. Les gens de Ville School of Governance, là, où je suis chercheur associé, ils vous donnent tout, ils disent, écoutez, tel problème par exemple, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous votre point de vue. Mais sauf ici chez nous, ma place est en prison. Et, bon, mais après Atlanta, vous avez fait Atlanta, vous êtes rendu... Vous avez combien de temps? On a fait 3 semaines, je suis revenu en prison. De retour aux États-Unis, vous êtes fait arrêter? Je l'ai dit. on est reparti d'Atlanta. Le connaît, Phil avait le passeport diplomatique. Ok. Il est venu directement. Mais nous, on n'avait pas de passeport diplomatique. On devait faire 3 jours à l'aéroport de Paris, puisqu'on ne devait pas faire les transits. Il y avait quelque chose de compliqué. On ne devait pas sortir. Tout le monde. On est resté là. C'est que lui, il est venu avant. Il a préparé le terrain. Moi, je suis arrivé, c'était le 30 juin 2006. Le jour de ville morte, là. Le jour-là, c'était ville morte, 2006. D'accord. Je crois que c'était le 30 juin 2006. D'accord. Qu'il y a pied d'avion. La nuit. Demi-ap. Un jour, 2, 3e interrogatoire. Comment vous êtes retrouvés? Vous vous êtes retrouvés aux États-Unis. Les autres étaient invités. Mais, en fait, les centres d'études stratégiques de Washington avaient envoyé 2 invitations pour les ministères de la Défense. D'accord. Et c'est le ministère de la Défense qui choisit, toi et toi vous allez. Oui. Mais moi, on m'avait envoyé à titre Individuel. C'est toi qui as été invité à titre individuel. Mais je suis un expert. J'ai fait des publications, ils ont lu, ils sont intéressés. Je vais m'arrêter ici, je ne vais pas dire la suite de ça. Je ne vais pas dire la suite de ça puisqu'on a perdu un marché à cause de mon arrestation. Et c'est les Rwandais qui font ça même. Ah, d'accord. L'état était que moi je suis expert. Oui. On prend quelqu'un du bureau organisation instruction, Ok. du bureau de renseignement, on va travailler ensemble, on va faire rapport pour que ça vienne ici. Oui. Moi on m'arrête, mes documentations de séminaire éparpillées. Ils ont dit qu'ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas organisés. On va aller là où les gens sont organisés. Donc les Américains ont dit, ceux-là ne sont pas sérieux, Ils sont pas organisés. ne sont pas organisés. On les a amenés ici Oui. pour qu'ils prennent des éléments. Ils ont travaillé ensemble, ils fassent un rapport. Ils commencent à se faire arrêter entre eux. C'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. D'où ils ont préféré partir Ailleurs, au Rwanda au Rwanda. et faire le même programme. Ça fait poser beaucoup de questions, ça. C'est à partir du moment où on commence à voir que le Rwanda commence à jouer le rôle que nous, on jouait ici. Et là, c'est vers 2006. 2006. Là, Donc ça, je peux le dire. Après, je l'avais dit même aux gens de la DEMIAP, j'avais dit au général Macomba, à qui je présente mes respects, je lui ai dit qu'en 2006, j'étais invité aux États-Unis, puis j'avais publié un article scientifique, hein, oui, qui avait intéressé les Américains. J'avais dit que, on était déjà en 2006, hein, avant 2003 ou 2004, j'avais écrit quelque chose pour dire que les ADF là, c'est un tête de pont pour les terroristes. c'est un Tête de pont. tête de pont. Ils finiront par devenir des terroristes. Là, nous sommes en 2006. 2006. D'accord. Ça a frappé les Américains. Ils ont dit, il faut venir travailler ensemble comme ça. On va voir comment prendre en avance. C'est comme ça que l'Africom est au Rwanda. Oui, Africom. Il devait être ici. Il doit être ici. Ils sont basés maintenant au Rwanda. Pour juguler cette menace de terroriste. Africom, il faut préciser que c'est la force, comment? Force spéciale américaine, non? Africom. Commandement africain. De l'armée des États-Unis. L'armée des États-Unis en Afrique. En Afrique. Et leur bureau est au Rwanda. Au Rwanda. Ça devait être ici chez nous. Pour Parce que nous, on a les frontières. Oui. C'est ce que nous jouons au bout par rapport à la position géographique. Oui. Mais on est tellement désorganisés qu'ils ont envoyé ça. Et principalement au Rwanda.
Jusqu'aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe maintenant? On est en 2006, on a évolué. Le président Kagame était déjà au pouvoir en 2006. Et vous arrivez ici, vous faites arrêter, tout change. Et puis après, qu'est-ce qui vous arrive? Après, non, après j'étais, bon, je n'avais pas fait cette fois, j'ai fait seulement des miables. Il y a une intervention de MONUC, on m'a libéré. Et puis j'étais à la chaire UNESCO pour faire des séminaires. J'ai fait des séminaires avec le général Kanyama, par exemple, il peut se souvenir. D'accord. J'ai fait à lycée Chaoumba. J'ai fait beaucoup de généraux. Ils sont maintenant des généraux. J'ai fait des séminaires pour les colonels. Soit tu es à l'école de police d'Indolo, Oui. soit tu es au lycée Chaoumba, soit tu es au campus, puisque c'était à l'université de Kinshasa. J'ai fait beaucoup de séminaires. Bon. Je me suis dit, bon, comme je n'ai pas cette occasion-là, je suis au niveau des séminaires. Là, vous transmettez la matière. Oui. Donc, on a un peu pris tout le temps, puisqu'on devait être dans les pièges. Oui, mais avant, parce que tu vas venir là-dessus, mais j'aimerais bien, comme reposer une question, c'est de vous pousser, nous faire la différence, enfin nous expliquer ce que c'est un commando, un paracommando, comme on l'a expliqué autrefois, puis l'histoire des cordelettes, là, c'est quoi différent? Béret rouge, béret vert, qu'est-ce que c'est la différence? Ils sont tous des forces spéciales. Ils sont tous des forces spéciales, c'est-à-dire que des forces qui ne combattent pas par des moyens conventionnels. Ils sont pour les opérations spéciales. D'accord. Pour avoir une idée d'opération spéciale, il faut partir des raids. On a quand même une idée dans les films. Les opérations, raids commando. Les raids, les embuscades, Oui. les patrouilles de combat, l'extraction des otages, Oui. les opérations spéciales. C'est un peu ce qu'on voit dans les films de Chuck Norris, Delta Force. Et puis les Américains ils exagèrent un peu. Oui, mais c'est déjà l'idée. Après ça. C'est déjà une idée, oui. C'est ça les forces spéciales. D'accord. Et c'est comme ça que les SARM c'est parti de là. Pourquoi? Parce que, je n'ai pas dit ça, vers les années 85, 90, Kadhafi commençait à recruter des jeunes gens à l'Est. Kadhafi? Oui. À l'Est, ici, chez nous? Oui. Il faisait faire recruter des jeunes gens qu'on amenait en Libye pour former la légion libyenne. Des Congolais? Ah, d'accord, pour la Légion libyenne. Oui, oui. Dans la Légion étrangère, là, en Libye. Et pour voir le terrorisme ici. Le commandant suprême visionnaire, c'est comme ça qu'on a créé le service d'action et de renseignement militaire. Le renseignement et l'action ensemble. SARM. SARM. C'était pour juguler cette menace-là. D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, le SARM c'était le para-commando. Ah, des paracommandos. Commando, parachute. Maintenant, le commando est ces soldats qui se battent par des moyens non conventionnels. En fait, c'est ça le caractérise les commandos. Juste une parenthèse. Alors, c'est quoi la différence conventionnel, non conventionnel? Le conventionnel, c'est ce qui est classique. Hein? Des armes, mitraillettes. Par exemple, si deux pelotons, une compagnie ennemie, une compagnie A est ici et une compagnie B est là-bas, ils vont se déployer. Les uns sont là-bas, les uns sont ici. On sait que soit on va faire l'attaque frontale ou on va faire l'attaque par débordement. Ça, c'est classique. D'accord. Maintenant, le commando, il n'est pas là-bas. Ok. Le commando, c'est celui que, bon, on veut larguer, on veut par exemple traverser un pont. Oui. Notre opération va passer par le pont Lunda-Boulou. Ok. Notre convoi va passer par là-bas. Mais pour éviter que l'ennemi ne sabote le pont, on va prendre les 10, 11, 12 éléments et chuter libre. C'est-à-dire qu'à l'avion vole à 2000 mètres. Ils sortent. Vous ne savez même pas, vous ne pouvez pas appuyer à 2000 mètres. Ils descendent là-bas. Ils contrôlent cet endroit-là. Ils protègent pour qu'il n'y ait pas sabotage. D'accord. Pour garantir l'arrivée des troupes qui vont venir. Ça, c'est une opération spéciale. D'accord. Par exemple, les otages qui étaient là-bas, que les rebelles avaient, aller les extraire, oui. C'est une opération spéciale. D'accord. Maintenant, les commandos, sa base, sa formation met l'accent particulier sur l'agilité, la capacité
à sortir par exemple d'une fenêtre, de sauter, de tomber en bas. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça. Mhm. C'est pourquoi les cordelettes là. Oui, voilà. C'est pas un ornement, c'est pas une ceinture pour la mode. Mhm. C'est pour ce genre d'opération. Ben, vous disiez qu'une cordelette veut dire ceci, 2 cordelettes, plus c'est 2 tours de cordelettes, c'était des niveaux. Ça, c'est au niveau des instructeurs. Hein. Ah, d'accord. Un peu des folklore. Mais en fait, c'était comme ça. Quand vous n'aviez pas fait Kotakoli, et quand ils vous voient ça, ils prennent. Ah, ok. Et ils prennent. Et pour faire une hiérarchie entre eux, il y a par exemple les rouges, c'est conventionnel. Quand vous avez les couleurs, le rouge, c'est l'instructeur. Ok. Le blanc, la blanche, c'est ordinaire. Ok. Voilà. Ça, c'est le commando. Il est dans ce genre d'opération-là. Mhm. Un peu à la Chuck Norris. Oui. Maintenant, le parachutiste, c'est... Maintenant, il peut combiner les deux. Mhm. Il est commando et il est parachutiste. D'où paracommando. Paracommando. Ok. Il est paracommando. D'accord. Et le béret rouge, béret vert Maintenant, les parachutistes, c'est le béret rouge. C'est conventionnel. On s'est arrangé comme ça. Les parachutistes, à notre époque, c'était les bérets rouges. Oui. Ok. Et Mobutu allait même à l'époque des Ditra, il y avait même le bottine là rouge. Oui, bottine rouge, oui. Ouais. Mm. Maintenant, le béret vert, c'est pour le commando. Et les bérets verts sortent de Kotakoli. Kotakoli. Et béret rouge? Alors là, vous savez, un problème important, c'est que cet esprit d'élite là faisait que moi je travaille quelque part, mais par fierté, il faut que je devienne commando, non? Mhm. Je voulais risquer ma vie à Kotakoli, les rochers, là, Oui. pour qu'en ressortant, j'ai quand même cet honneur là. Oui. La même chose pour les parachutistes. D'accord. Maintenant, quand l'AFDEL arrive, Oui. il distribue les bérets rouges à tout le monde et les bérets verts à tout le monde. À quoi ça sert maintenant d'aller en commando? Cet esprit-là disparaît. Et c'est un état d'esprit qu'il faut restaurer. Mais actuellement, le béret rouge, c'est à la garde républicaine. Les PEM, les PEM. Oui, PEM, oui. C'est pas lié, ce n'est plus lié au parachute. D'accord. Béret vert, c'est plus lié au commando. D'accord. Et puis on avait ce qu'on appelait béret Makayabo, Macabre, c'était les fantassins. les fantassins. Noir, les gendarmes. Ah, noir, c'était les gendarmes, oui. Et tout ça, Ce n'est plus ça a disparu. Tout le monde est béret vert, tout le monde est béret rouge. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher les brevets pour porter les bérets rouges. Tu l'as déjà dans le... D'accord. D'où... L'esprit là, oui. N'existe il plus. faut restaurer tout ça. Oui. Il faut restaurer nos centres d'instruction. Uh-huh. J'ai parlé de la Oui. réalisation. Il faut Kotakoli, il faut le Kibomango, il faut tout ça. Kitona, ça. C'est un état d'esprit. Mhm. Bon frère, j'avais suivi un jour Nyokalom. Mhm. Je lui posais des questions. Il dit, mais ces gens-là, il dit non, je les ai. Mais Zaïko, c'est un état d'esprit. Oui. Hein, vous savez, Oui, tout à fait, je ne tout peux à pas fait, les oui. lâcher d'abord comme ça. Il faut d'abord qu'ils s'imprègnent de cet état d'esprit. Oui. Là. Mon frère, ceux qui nous suivent, il est temps que nous ne perdions pas l'état d'esprit des phases. Et quelques-uns qui survivent encore. Là, en fait, il y avait les brigades Léopard, la 30e brigade et la 40e brigade. D'accord. 21e brigade Léopard au Chaba, 30e brigade Seta, 40e brigade à Kisangani. Ok. Et chaque fois qu'il y avait des opérations spéciales, c'est eux qui allaient. D'accord. Et c'est dans toutes les armées du monde. Quand vous avez pas dans l'armée des États-Unis, Mhm. ils ont les 82nd, la 92e division, la 5e division et les Marine Corps. Il n'y a que ces 3 unités Ok. qui sont choyées après les premiers. C'est pas, on ne peut pas avoir une armée de tout le monde. On a quand même sur lesquels on peut compter. Or, notre État a des moyens. Il est encore temps avant que tout le monde décède. L'état d'esprit des phases, les autorités du pays, c'est le moment qu'on récupère. Parce qu'une fois qu'eux, ils auront formé, c'est là ils vont continuer. Oui, dans le siège de Maëlle. Oui. Oui. Mais on a tiré quelque chose. Oui. Que vous avez toujours, Oui. mais que vous n'avez pas encore. D'ici quelques années, je ne serai plus là. Mhm. Mais je devais quand même Transmettre. transmettre. Oui. Dans l'héritage. On n'est plus nombreux. Légué. Oui. Même quand on dit autour du Maïe, je vois le général Boyombo, AD, je vois qu'il est encore là. Autour du général Maïe aujourd'hui, Oui. ils sont encore là. Oui.
il y a AD, il y a Bosengue. Je ne sais pas si beaucoup de en vie. Qui est encore là? On a été de disparaître. Mais vous ne pouvez pas rester 10 ans à côté de quelqu'un sans retenir quelque chose. Mais c'est quelque chose là, le pays en a besoin. Il faut que nous aussi on transmette avant de nous en aller. Mais les gens pensent que notre place est toujours en prison. Tel qu'on a été de parler, je ne sais pas si ça va Non, on ne souhaite pas. Sûrement, en quittant ici, vous rentrerez chez vous sans problème. Je vous le promets. Non, ce n'est pas la prison. On doit nous donner les occasions de transmettre cet état d'esprit-là. Mazembe, c'est un état d'esprit. Oui. Oui, l'équipe Mazembe, tout à fait. C'est un état d'esprit. Oui. Vous parlez de Kalala, de Oui, voilà, tout à fait. Oui. Et en parenthèse, c'était quoi la brigade ou division, je ne sais pas quoi, la brigade de Camagnola? Bon, Camagnola, c'était la division Camagnola. Ah, une division. Une division Camagnola. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Parce qu'ils avaient une tenue à eux, là, tigré, chapeau. Oui. Camagnola, c'était un peu la reconstruction de notre armée. Hein. La reconstruction après 65, 70, 71, maintenant à partir de 74. Bon, en fait, la division Camagnola, au début c'était la division Rockwell. Les Américains avaient donné des moyens à Mobutu pour qu'il fasse une force d'élite pour faire des missions d'Afrique centrale. Ah, là, ça va au niveau de la stratégie de sécurité, notre doctrine militaire. D'accord. Et il faut que ça soit revisité. Pourquoi? Puisque nous continuons à faire les missions de sous-traitance de l'OTAN. Plus de 20 ans après la chute du mur de Berlin. Oui. On a toujours la même stratégie. Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. On croit toujours qu'il faut les Américains. Nous sommes les gens des alliés des Américains. On est des alliés des Américains, non? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'ils nous comptent comme les alliés? Très bonne question. Non. Est-ce que les Américains comptent la RDC? Non. Dans leur calcul, nous, on n'est plus là, c'est le Rwanda. Ah. Mais à quoi ça sert toujours d'être des alliés? Au niveau des stratégies, c'est ça. On est des alliés, on est des alliés, même dans notre tactique, tout. Mais il faut revisiter tout ça. Maintenant, les Américains sont avec le Rwanda. Ils sont avec le Rwanda. Maintenant qu'ils ont choisi les camps de nos adversaires. Mais moi, je l'ai toujours dit. Mais regardons de l'autre côté pour faire les contrepoids. La Russie, vous voulez dire? Par exemple. La Chine? Par exemple. Puisqu'à ce moment-là, il y a le respect mutuel. Les États-Unis ne voudront jamais s'hasarder là où il y a la mise. À ce moment, on aura la paix. Rapport de force. Rapport de force. Mais si nous continuons à aller toujours chez eux. Or, qu'ils sont chez les autres. Et puis, vous savez, l'administration américaine dépend de l'économie. Ce sont des capitalistes. Des capitalistes. C'est, au fait, vous savez, symboliquement, le président Obama avait refusé le financement des gouvernements des États-Unis. Avait refusé? Le financement de ces élections par le gouvernement des États-Unis. Oui. Il se disait, lui, il est venu combattre le système. We can change. Il faut changer le système. Donc, il ne pouvait pas se faire financer par les mêmes systèmes. En fait, le problème, c'est quoi? Aux États-Unis, il y a les propriétaires de banques. Oui. Et de l'industrie d'armement. Oui. C'est eux qui financent les élections. Voilà. Pour que ces gens-là, quand ils viennent, ils provoquent des guerres. Les trusts. Voilà. Ils provoquent des guerres. Et cette chose d'Ukraine, est-ce qu'on avait besoin d'une guerre en Ukraine? Il faut vendre les armes. Mais quand vous commencez à venir avec l'idée de refuser de vendre les armes comme Kennedy, on te tue. Il dit non, il faut mettre fin à la guerre du Vietnam. Il faut provoquer la guerre du pétrole contre l'Irak. Saddam Hussein, la guerre du gaz contre la Syrie, la guerre des cobalt contre Mobutu. Il faut provoquer des guerres pour que le marché puisse s'écouler. Et ce sont ces gens-là qui dirigent l'administration américaine. Voilà. Et quand il y a un document qu'on appelle ça Clinton Clash. Clinton Clash. Hein? Je ne sais pas si tu as une idée. Non, ça, je n'ai pas encore vu. On parle de la famille Clinton, comment elle s'est enrichie à partir du de la guerre de l'Est. Oui, le Clinton Clash, l'histoire est effectivement, ça c'est connu, oui. Maintenant, la famille Clinton, ça fait partie d'une communauté. Ce sont comment on appelle ça? C'est une mafia, des multinationales, qui se retrouvent à l'Est. Parce que quand ils achètent notre coltan, de la façon qu'ils achètent, mais si la paix revient à l'Est, ils ne pourront plus acheter. Puisque les coltans vont descendre d'ici, ils vont l'acheter à New York ou à Londres, sur les marchés de Londres.
10 fois plus cher. Tout à fait. On voit dans par Mais est-ce que les capitalistes qui voient les profits, ils ont besoin de ça? Donc ils ne voudront jamais que la paix revienne à l'Est. Puis si la paix ne revient à l'Est, et ils ne vont plus faire de bonnes affaires, 10 fois de bénéfices. Maintenant, on est en train de penser qu'ils peuvent nous aider à ramener la paix à l'Est. Et on est surpris qu'on bloque par exemple les avions et l'embargo contre les armes. Mais le Rwanda peut acheter des armes. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Mais la RDC ne peut pas acheter d'armes. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas? Parce que tout est clair. À quoi ça sert de continuer toujours avec ces gens-là? Notre compte, on ne s'y retrouve pas. Et vous pensez que si un basculage vers la Russie, la Chine... Vous savez, en diplomatie, les États n'ont pas d'amis. Moi, bon, j'ai fait les sciences politiques, mais j'ai fait les relations internationales. Oui. Les États n'ont que des intérêts. Vous savez, bon, c'est soit des Russes encore. Restons dans notre... À boire et à manger. Après, non, dans le sens que peut-être qu'ils commencent à faire... Est-ce que je peux dire ça? Je crois que c'est pas un sacrilège. Bah sinon, vous ne le direz jamais. Faudrait le dire. Vous savez, quand le président a été élu... Oui, le président Tshisekedi. Oui. On a confirmé ses résultats. Oui. Vous savez, le premier pays qui l'a félicité? Les États-Unis. La Russie. La Russie. D'accord. Poutine. Vous pensez que c'était par hasard? C'était pas par hasard. Selon vous, ça veut dire quoi? Mais c'est comme il ne fait rien au hasard. C'est parmi les maîtres du monde aujourd'hui. Oui. Mais il a félicité notre chef de l'État. Je l'ai dit avec regret. Excusez ça m'engage moi. Mais le premier voyage que le président a fait, il est parti aux États-Unis. Oui, le premier c'est aux États-Unis. Oui. Et qu'est-ce que nous gagnons des États-Unis jusqu'à aujourd'hui? Même pour notre budget pour l'enseignement, 200 millions de... Est-ce qu'il nous a déjà donné ça? C'est sur papier. Mais il donne 5 milliards de dollars facilement à l'Ukraine chaque semaine. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce que nous gagnons là-bas? Telle est la question. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Qu'est-ce que nous gagnons? C'est nous les conseillers du chef de l'État. On doit dire au chef de l'État, mais qu'est-ce que nous gagnons là-bas? Telle est la question. Ce sont des intérêts, c'est pas question de des... On n'a pas des amis. Le jour où les Américains n'ont plus besoin de fatigue, hein? Les jours où ils disent, bon, on n'a plus besoin de vous. Mais qu'est-ce qui a fait plus que Mobutu? Qu'est-ce qui a fait plus que Savimbi pour les Américains? Mais à la fin... Qu'est-ce qui a fait plus que Saddam Hussein pour les Américains? Mais les jours où ils n'ont plus besoin de toi. On te balaye. Et c'est ce qui leur est arrivé aux 3 hommes que vous venez de citer. On a bien vu comment ils ont fini. Donc les États n'ont pas d'amis. D'abord en fonction de nos intérêts du moment. Oui. D'où il y a alors vraiment toutes les stratégies, tous les compteurs sont à revisiter. Politique, militaire, économique. Tout le plan stratégique. Tout le plan, ouais. Ça, je l'ai dit là-bas. Voilà. Ici, dans le livre Le vrai Mobutu. Je l'ai dit. D'accord. Je l'ai dit où va notre intérêt. C'est pourquoi la révision de notre... notre doctrine, nous devons redéfinir. Nous devons cesser d'être un allié des Occidentaux. Mais bon, le mur de Berlin est déjà tombé. Depuis longtemps, plus de 30 ans. On est devenu pro-américain. Oui. Mais à quoi nous... L'Angola qui était pro-russe, Russe? pro-américain. Oui. Mais qu'est-ce qui nous a empêché, nous qui étions pro-américains, de devenir pro-russe par rapport aux intérêts du moment? Changement de stratégie. Il nous a félicités. C'était un appel des pieds. Mais pourquoi on n'en a pas profité? Les Américains sont passés par là, je suppose. Ils ont vu le danger. Oui, mais... Sûrement qu'ils ont vu le danger. Et ils ont tout fait pour alors tendre la main. Un appel de pied d'un côté et une main tendue d'un autre. Quand je parlais de les gens m'ont dit, oh toi Mobutu. Non, vous savez, il m'inspire. Hein. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent en lui. Mobutu était capable d'être avec les Américains, mais de signer des accords avec les Nord-Coréens. Voilà. Qui me sont. Oui. À l'époque, il le faisait. La division Kamanyana, c'est les Nord-Coréens qui la font. Ah, c'était les Nord-Coréens. Nord-Coréens. D'accord. Nord-Coréens. Elle n'existe plus. Non, c'était pas. D'accord. Oui. Oui. Il est l'allié des Américains. Des Américains. Mais il se permet quand même cette latitude-là de coopérer avec les mais par rapport aux intérêts dans les pays. Qu'est-ce qui lui permettait, lui, de pouvoir jouer sur les deux plans?
C'était un animal. C'était. Ça monsieur-là. Quand je parle de l'homme extraordinaire, il dit toi, tu exagères. Il n'est pas donné à tout le monde de faire ça. Il savait. Il connaissait la valeur du Zaïre. Ah oui. C'est comme une très belle femme. Il peut se permettre de gérer deux hommes. Puisqu'elle connaît, elle est de sa valeur. D'accord. Une autre ne peut pas faire ça. Ah, ça c'est comment dirais-je, c'est anecdotique ce que vous dites, mais ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Lui, en fait, on parlait de convictions marxistes. C'est quelqu'un qui était déjà fondamentalement tourné vers l'Est. Hein. C'est pourquoi il aimait beaucoup les Chinois, les Nord-Coréens, les Kosciuszko, les Roumains. Il y avait des professeurs d'université. Tout à fait. Mais ce qui lui donnait ça, c'était son aura. Il avait l'aura des chefs. Et il comptait sur l'indépendance du Zaïre. Les gens ont toujours dit qu'il était le valet des Allemands. Il n'a jamais été un valet des Occidentaux. Il était un partenaire. Voilà. Il pouvait dire à l'ambassadeur des États-Unis de quitter les. Comment on appelle ça, il y a le contentieux belgo-zaïrois. Il interrompt. C'était ça. Oui. Il donne 24 heures à l'ambassadeur des États-Unis de quitter Kinshasa. Oui. Ça, il fallait être élu pour se permettre. Qu'est-ce qu'il fait ça? Son aura, sa capacité. En fait, le secrétaire de Mobutu, c'était sa capacité à manager le système de défense. On se disait, on a besoin de lui. C'est comme un peu les poutres. Il y a des jeux là qui sont. Par exemple, Ronaldinho. Oui. Il est très peu respectueux des règles. Oui. Il va en boîte. Oui. On a besoin de lui, voilà. Voilà. C'était un peu ça. Il avait cette capacité-là de bien manager le système de défense qu'on s'est dit, c'est lui la pièce incontournable. D'accord. Même s'il est parti là-bas. Oui. D'accord. Mais on tolère. Voilà. On aura toujours besoin de lui. D'accord. Donc, c'est-à-dire que de ce côté-là, il y a eu. Oui. Avant d'arriver là-bas. L'opposition politique, déjà vers les années 90, au début, là, on a fait le tour de l'Europe pour sensibiliser les capitales occidentales à couper l'aide aux Zaïre. Ça faisait déjà que l'économie commençait à chuter. Parce qu'il n'y avait plus ce subside-là. Et maintenant qu'ils ont touché l'argent, on démonétise l'argent. C'était envoyé au piège. C'était une erreur au niveau de l'opposition politique. Ils étaient partis un peu trop loin. Mais le principal enseignement à retenir pour moi par rapport à ces pièges, par rapport à l'avenir de notre armée. Je ne sais pas si j'ai déjà répondu. Oui, c'est ça. Juste, mais je veux quand même poser une question dans la question. Oui, d'accord, vous avez dit qu'il y avait l'intoxication qui venait des opposants, tout ça, d'accord, on a compris. Que le paiement, ils avaient été payés, les mouvanciers, tout ça, d'accord. Mais de l'autre côté, la question que j'aimerais quand même vous poser, mais est-ce que vraiment tout se passait bien dans l'armée en cette époque-là? Non. Il y avait déjà des problèmes, hein. Il y avait déjà des problèmes au niveau de l'armée. Déjà à cette époque-là, puisque on s'acheminait déjà, on était vers 91, non? Oui, tout à fait. On est vraiment... Mais c'est la question. Je disais que le phase, la puissance, la grande valeur combative, l'exceptionnelle valeur combative des phases était l'action d'un homme qui avait un état d'esprit et qui gérait ça. Mais en 90, comprenez mon aussi, je prends congé du mouvement populaire. Oui. Vous ne contrôlez plus l'armée. Là, on est en 90. Ah oui, le 30 avril, le 24 avril, pardon, 24 avril 90. Quand il fait demi-tour là, il part, c'est fini. Cet homme-là était... Est-ce que vous savez qu'il pouvait faire déployer les blindés? Et en tant que commandant suprême? Oui. Il avait les blindés au Kanchach. Mais il a préféré prendre l'avion calmement aller à Guado. Ce qu'on disait, il empêche Tshisekedi. Mon frère, nous qui suivions un peu de loin, le maréchal était dégoûté. Il ne voulait plus. Il était là. C'est comme vous avez une déception. Hein? Vous changez de quartier. Vous savez tout ce qui est. Tu veux un peu oublier ça. Il était ailleurs en train de faire de sortir avec les villageois.
le principal enseignement à retenir de ce pillage-là, c'est intéressant aussi pour même ceux qui nous dirigent présentement, c'est parmi les rares fois où le président Mobutu a commis une erreur. C'est-à-dire? En tant que commandant suprême, c'est de pardonner les pilleurs. Cette histoire-là, il ne devait pas les faire. Il ne devait pas les faire. L'armée, c'est clair. La mutinerie, la rébellion, vous passez sous les armes. Cour martiale. Cour martiale. On devait faire. Vous savez qu'on ne fait pas les essais cassés. La pitié ne fait pas la force d'une armée. La pitié ne fait pas la force d'une armée. C'est la rigueur qui fait la force d'une armée. D'accord. Si le commandant suprême Mobutu avait pris quelques, comment on appelle, les meneurs là, 3 ou 4 ou 5, procès en flagrance, audience publique, suivi des exécutions ou comment, on n'aurait pas à avoir les pièges de 92. Oui, parce qu'il y a eu 2 pillages. Il y en a eu 2. Oui, tout à fait. Juste après. Oui. Parce que les gens, c'est comme, bon, c'est pas bon comme exemple, hein. J'ai compati à la douleur des familles éprouvées pour le congelé de Pentecôte. Oui. C'est parmi les erreurs aussi du Mobutu. Il devait quand même, à mon avis, il devait gracier ces gens-là. Mais il ne l'a pas fait. Ça n'honore pas, ça n'honore pas. C'est une tâche, oui. Une tâche, le mobutisme. Oui. Ça, on doit le reconnaître. Mais néanmoins, il a eu l'effet qu'il recherchait. Il voulait frapper l'imaginaire pour dissuader. Et c'est comme ça qu'il a aussi, de 67, 70 jusqu'à. Les coups d'État ne sont venus que vers les 77, 70. Il est quand même un temps mort. Si le maréchal avait sévi l'auditorat militaire, les exécutions, on n'allait pas avoir le piège des 92. Mais là, la conséquence la plus fâcheuse, c'est quoi? Il n'y a pas de 201. Maintenant que le maréchal avait pardonné ça, ça a mené le deuxième pillage. C'est fini, on ne peut plus sévir. Ah voilà. La conséquence, c'est quoi? Maintenant, notre armée, chaque fois que les militaires se retrouvent en position où ils peuvent combattre ou piller, mais qu'est-ce qui est plus facile? Piller. C'est de piller et de se replier. C'est devenu une tradition qui est partie de là. Mais avant, ça n'existait pas. Jamais il y a eu des guerres de oui. Jamais on a entendu que les militaires ont pillé. C'est devenu de quelque part. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est devenu une coutume maintenant. Vous entendez même Bounaga, il regarde et dit c'est lié aussi aux conditions. Hein. Si je me fais blesser, est-ce que je serai soigné? Est-ce que ma famille, tout ça, ça pèse? Mais est-il qu'aujourd'hui, nos militaires ont tendance facilement à céder au pillage qu'à combattre. Et ça, je reviens sur ce qui s'était passé à Brazza. Oui. Les héros ne pillaient pas. Les héros ne payaient pas. C'est pas qu'ils ne pillaient pas, ils pillaient. Mais leur chef ne voulait pas qu'ils pillent. Et quand ils pillaient, c'est-à-dire qu'en cachette, ce n'était pas autorisé. C'est pourquoi ils étaient efficaces. Parce que quand vous êtes déjà pillé, vous commencez à piller, vous devenez lourd. Vous avez votre poste de téléviseur qui vous protège. Oui. Le butin de. Oui. Ils étaient surpris que les héros soient efficaces, plus que tout le monde. Il y avait aussi, entre autres, ça. Puis le chef des héros tenait à ce qu'il ne pille pas. Mais un militaire, vous ne pouvez jamais le contrôler à 100%. Il peut le faire, mais peut-être en cachette. Vous savez maintenant, pour les jeunes filles, les viols. Voilà. Les gens commencent maintenant à hésiter beaucoup. Hein. Puis j'étais en prison, hein. J'ai vu l'état d'esprit. Ah, viol, viol. Maintenant, les gens savent que viol, ça ne pardonne pas. D'accord. Les magistrats ne pardonnent pas. D'accord. C'est inhibiteur. Oui. Ça inhibe quand même la criminalité. Oui. Il faudrait qu'au niveau de notre armée, on arrive vraiment à un coup là, à frapper fort, pour dire que c'est fini cette tradition-là. D'accord. Maintenant, vous pillez, on va vous passer par les armes. D'accord. Et ça peut s'interrompre. Mais sinon, ça va se... Il y a un laisser-aller, oui. Défendre des positions, puisque les militaires est tenté de piller et de se replier que de combattre.
Ou alors, s'il a déjà pillé, il combat difficilement puisqu'il a des biens, il devient lourd. Voilà. Alors maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, là, on parle des pillages, quand vous dites que Mobutu en 90, oui, on a tous vu ça, comprenez mon émotion, en avril 90, il y a 32 ans, vous vous rendez compte, on ne s'en rend pas compte, mais ça fait déjà 32 ans passés. Et de là, comme vous avez dit, Mobutu s'est retiré. Oui, on l'a vu. On a tous vu, il a quitté le Mongaliema pour aller se retirer, Guadolite, Kawele, et tout se passait là-bas. Oui. Même le deuil de Conga était là-bas, si je ne m'abuse. Oui, le deuil de Conga était là-bas, à Guadolite. Il s'est retiré. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit que là, c'est la période où Mobutu a commencé alors à être dégoûté, fatigué, d'où se retirer. Mais ma question est celle-ci. Pourquoi alors n'a-t-il pas démissionné? Bon, une bonne question. Il y a ceci, hein. Il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. En fait, lui, démissionner. En fait, le problème du maréchal, c'est quoi? Lui, d'après lui, si vous faites attention, il avait des tenues de pagne. Hein? Il avait fait faire beaucoup de pagne. Oui. Oui. Le problème, c'est que si réellement la population n'est pas pour lui, qu'il aille aux élections. En fait, lui s'est préparé aux élections. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Les Occidentaux, notamment à partir de son retour là, les services occidentaux ont dit, en fait, la conclusion des services occidentaux, il n'était pas acquis que Mobutu va perdre les élections. D'accord. C'était ça, il faut des études, non? Ils ont étudié des paramètres, ils disent, pourquoi en fait, la chute de Mobutu, c'est la guerre du coltan. Qui va déjà commencer, oui. À l'Est toujours. Mobutu, c'est celui qui depuis qu'il est au pouvoir en 65, s'est toujours obstiné à ne pas vendre un seul carré, à céder un seul carré minier aux multinationales. Ça, c'est connu. Oui. Maintenant qu'il y a les coltans, que lui, il est là, comment nous, on va faire? Il faut que lui... Il tombe. C'est comme ça que les Eman Cohen, les Bill Clinton ont travaillé. Maintenant, pour le faire, c'est pourquoi je disais au début, une nation divisée au sein d'elle-même devient vulnérable à l'extérieur. C'est tendance à nous taxer mutuellement des Rwandais. Ça ne conforte pas notre nation. Ça crée des fissures dont peut profiter l'ennemi. Et quand je parlais de Mobutu, que c'était le père de la nation, lui, ces choses-là, il avait déjà vu ça. Et il faisait la diplomatie. Mais jamais il n'a nommé un général Tutsi. Jamais il n'a nommé un ministre Tutsi. Mais il n'était pas hostile au Tutsi. Il n'était pas hostile. Oui, la preuve, il avait Bisengimana à côté de lui. Il y a... Oui, exactement. Mais ça, encore parenthèse. Bisengimana, c'est la compétence qu'il fait. Il était très convaincu. Et les actions de l'Ouvanium? Non, les gens... Pourquoi? Parce que Mobutu, d'abord, il y a un problème de fierté. C'est quelqu'un qui aimait toujours dire que Mobutu avait, comme moi, j'ai des convictions que les Zéros sont les plus intelligents au monde. Et Mobutu avait cette conviction. Alors pour lui, les gens qui étaient formés en Belgique valaient moins que ceux qui étaient formés en Louvanium. D'où Bisengimana qui vient de Louvanium. Regardez bien son cabinet là, les Mokolo, les Atundu, les Setia, les Bisengimana, des gens de Louvanium. Tous. Pai. Tous de Louvanium. Vous venez avec vos... À part Malou, Malou aussi avait commencé à Louvanium avant de partir. Mais vous venez avec vos diplômes de blancs, des choses là, il dit d'accord, mais lui, il avait ça. Et aujourd'hui... Etienne Tshisekedi. Par exemple, tous ces produits, des gens de Louvanium, lui, il avait confiance aux gens de Louvanium. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, ça se vérifie, au niveau de l'armée, tous les noms que vous avez là, c'est des éphoïstes. Éphoïstes. Difficilement, l'école Ramité Saint-Cyr. Oh, quand nous organisons, on se disait, ils ont étudié en Europe. Non. Les formations locales, les choses, comment ça, les talents locaux. Donc, Mobutu avait confiance à cela. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il aimait Akina Bolingo Batu. C'est un monsieur qui avait l'amour des gens. Il aimait l'amour. Quand il était avec les Nguns Kalibond, là, tous ces gens-là. Maintenant, la déception. Je crois que c'est même le début de sa maladie. Mais alors, pourquoi il n'a pas démissionné?
Bon, en fait, démissionner, est-ce que c'est... Moi, mon frère Arsène, vous pensez que quand c'est difficile, c'est le moment de démissionner? Mais... Non. Un responsable. Vous Oui, voyez oui. Benoît XVI. Non, même Carole. Oui, Jean-Paul II. Jean-Paul. Hmm. Il était malade, non? Il dit, je vais accomplir ma mission jusqu'à... Le problème de Mobutu, je ne le défends pas, peut-être que... Est-ce que si démissionner, ça ne pouvait pas être pire encore? Je ne sais pas. On se pose la question, voilà. Voilà, c'est la question que je m'en pose, la deuxième question. Voilà. Oui, alors c'est très bien ce que vous dites là. Maintenant, céder à qui? Alors, je vous renvoie la question. Maintenant, oui. Voilà, préparer. Avait-il un dauphin? Si vous me posez cette question... Oui, avait-il un dauphin? Voilà. Les gens se trompent. Ils disent Mobutu n'a jamais préparé sa relève. Mobutu a préparé sa relève. Par qui? Sur qui? À 2 phases. Je peux même aider à 3 phases. La première phase, Mobutu a préparé ses relèves en formant des cadres, beaucoup de cadres. Écoutez, on a beaucoup de gens que nous avons, les Loruma, les Mouyembe, les Mosengo. Oui. Qui a soutenu les formations? C'est Mobutu. C'était une façon de préparer les relèves. Peut-être demain, nous, on ne sera pas là et ils vont prendre. Deuxième étape, quand il prend congé du mouvement populaire de la Révolution, il fait quoi? Bon, face à Djema, Banzamou Kalaï, Kikata Nima, Mbosso Podia, Oui. il prend des jeunes continuer une espèce de produit pour continuer à gérer les MPR, vous allez me rendre compte. C'est pas ça déjà préparer la relève. Maintenant, la dernière relève qu'elle a préparée, et ça je l'ai dit dans les livres, c'est vers la fin. Quand, et je savais aussi dans les déceptions pour cause de sa maladie, quand il remarque que les poseurs de bombes de Goma, Oui. c'était mes frères qui les hébergeaient à Goma. Oui. Des gens qui me doivent tout. Des gens qui me doivent tout. Et des gens que j'ai aimé et soutenu. Parce que Mobutu aimait l'amour des gens. Mais Non, je sais que l'arrivée. Ce sont des gens que moi j'ai façonnés. Mes enfants, je les prenais pour mes enfants. Ils m'ont trahi. pourquoi? Voilà. Ça, c'est au niveau des généraux. Il va regarder maintenant. Gonz Kalibon, il est parti dans l'opposition. Tshisekedi, c'est lui qui me fait ça. Parce qu'ils sont restés amis jusqu'à la mort. Oui, on a bien vu. Ils ont été amis, mais ils étaient toujours ensemble. Nous qui étions dans les sérails, peut-être on arrivera pour un jour. Quand on vous voyait là, parce que les gens Maïs savaient, dès que c'était des consignes, là où vous allez, attention. Et Maïs les Congo. Quand il y avait tout ça, le premier protecteur de Maïs, c'était Congo le Maïs. Le dernier, je crois. Et Tshisekedi. Ah, des protecteurs de Tshisekedi, c'était les gens de Mayele, les Congolais, les autres. Quand vous voyez, il y avait des magnifiques. Vous voyez toujours Congolais. Il était là, tout à fait. Si. On a bien vu, les images sont là. Et ces 3 femmes étaient des Kassaïens. Les femmes de qui? Des Congolais. Ah oui. Oui, parenthèse, oui. En fait, quand vous avez l'image de l'arrestation du patriarche Tshisekedi à la SANEF, avec 2 messieurs, puis les blessés ici. Oui, la fameuse photo là, une vieille photo. Voilà. Oui. Les micros? La blessure là, c'est les jets de pierres que les militaires, qui visent les militaires, qui l'ont atteint. Les 2 militaires là, civils, ce sont déjà des armes qui les protègent. C'était qui? Il s'est retrouvé au port de Matadi. Je l'ai laissé au port de Matadi en 91, il travaillait au port de Matadi. Je ne sais plus qu'il est devenu aujourd'hui. C'était 2 militaires de SAM, c'est eux qui prenaient. Oui, comme ça. Il les protégeait. Parce qu'on nous a raconté que l'autre, ceux qui ont en chemise blanche, que ce serait Baramoto, c'est vrai? Non. Baramoto était au rang. D'accord. Ça, c'est des soldats des rangs. D'accord. Ils avaient des consignes. Les jours là, le matin, le jeune Maï est arrivé très tôt matin à l'état-major. Il a appelé le directeur budget logistique. Ça doit être le major Luwanga, je crois, à l'époque. Il dit, va à l'autre là, aux zones, à Mbinza, là, Delvaux. Là, on vend cherche un bon salon. Ah oui, ce qui a brutalement, oui, à Ozone, météo. Oui. On est parti chercher un bon salon. Bon, là, bien confortable. Vous savez pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'on va faire le cinéma d'arrestation de Tshisekedi. Vous allez faire? Le cinéma de Ah, l'arrestation d'accord, de Tshisekedi. d'accord. Et le temps qu'il va rester là-bas, il va rester dans ces beaux salons. Vous avez une idée, vous rendez compte? Mais pour vous, on l'a amené, il est parti au cachot. Il a passé cette nuit-là chez nous. D'accord. Protégé. Protégé. Oui. Et ce qui lui donnait aussi le courage là, parce qu'il savait que c'était son ami. Oui, c'est ce que je dis, donc ami-ennemi, donc voilà, il y avait ce... À un moment donné, ici, c'est joué de sale coup. À un moment donné, un jour, le marchand l'a fait venir à Kibomango. Oui, Il a fait arrêter devant la barrière et les journalistes se sont venus. Oui. Il n'était pas au Sud. C'était des petits sales coups qui se jouaient. Oui. C'était des grands amis. Il se disait toujours, c'est un peu comme je suis, quand je suis Kofi et Mené, il dit, mais son il a critiqué, il a critiqué son ami. voilà. C'était à peu près ça. Oui. Mais ce n'était pas des ennemis, les choses, c'était pas des ennemis. Oui. La première année, quand le maréchal est tombé malade, c'est le seul qui est parti le visiter. Et c'est le cœur, hein. Vraiment, il tenait à le visiter. Tout à fait. Oui, exactement. On a même vu aux obsèques de Konga. Marthe et maman. Oui. Ils se sont souvenus de l'amitié. Oui, tout à fait. Ils étaient là, effectivement. Et même aux obsèques de papa Tshisekedi, maman Bobby. Maman Bobby et maman Marthe, ils étaient ensemble, tout ça. Alors arrivé à ce niveau-là, maintenant, j'ai parlé en termes de dauphin. Ah oui, des dauphins, oui. Voilà, il prépare ces gens-là. Mais à la fin, quand il a eu cette déception-là de ses frères, c'est comme s'il a regardé du côté de Maïli. Le général. Puis c'est presque un fils adoptif. Les gens ne savent pas des relations qui lient le maréchal et Jean Maïli. Là, je parle de la je parle même de fidélité mortelle du général Maïli. Le général Maïli est mort à cause de sa fidélité pour le maréchal. Ce n'est pas la trahison. Ce qui est trahi, c'est les frères de je vais donner un exemple ici. L'autre exemple, d'ailleurs, c'est le vieux Ngwanda qui le dit. Nzimbi qui allait piéger, ça je peux le dire puisque c'est l'autorité publique, qui allait piéger l'avion du maréchal. Le général Nzimbi, oui. C'est ses frères. Ses propres Déjà, frères. à partir de cette histoire-là, de Goma, des rapports de Kongoulou, comme il était malade, il ne pouvait pas sévir directement par rapport à ses frères. Oui. Il était un peu diminué. Affaibli. Mais au niveau du cœur. Il était touché. Oui. Il s'est dit, ah, mais j'ai quand même mon fils, non? Maël. C'est comme ça qu'on est parti. Et quand je disais que dans les livres de vie, on aurait y à boire et à manger, lui il dit que c'est lui qui avait présenté de nouveau le maréchal, Maël au maréchal. Donc, ça c'est qui dit ça? Le vieux Honoré Banda, oui. Non, je l'ai dit ici. Oui. C'est Kongoulou qui avait fait que Maël revienne remplacer le général Baramoto à la tête de l'armée. D'accord. Je l'ai dit puisque j'étais témoin oculaire de l'événement et j'ai joué quelque chose. Au niveau des conseils, et puis au fait, c'est les jours où ça se passe, ça je vais le dire, ce sont des éléments. Moi, mon bureau c'était à Kinmazière. Oui. Kinmazière, c'était moi qui occupais ça. Maintenant, Kongoulou. Il avait aussi ses bureaux là-bas. Oui, pardon. Kongoulou avait aussi ses bureaux à Kinmazière. Lui, il était à place Forestcom. Ah oui. Divers de la bourse, là, Yoshad, oui, écurie Yoshad. Tout à fait. Nous, on était un peu à l'écart. Alors, il me fait venir dire, amène-moi ma carte d'opération. C'est moi qui tenais ça. On suivait tous sur le terrain. Depuis ce de Banyamulenge et tout. Il appelait ça service d'intelligence et de renseignement privé. D'accord. Ça, c'est le général. Oui. C'est le Kongoulou. Ça c'est Kongoulou lui-même. Et vous savez, il avait comme des conseils. Je peux le dire. Le général Etumba était là. Général Didier Etumba. Oui. Nous tous des capitaines. À l'époque. Oui. D'accord. Il était dans mon but. Enfin, nous étions ensemble. Oui. Il y a le capitaine Jack Njoli. L'honorable Jack Njoli. Qui est actuellement, qui était à CENI, oui. Le colonel Bossale. Ah, parenthèse, Jack Njoli était militaire. Oui, capitaine. Ah, c'est un ancien militaire. Oui. D'accord. Égide Bossale. Bossale, oui. On était là dans les staffs là. Vous voyez quel genre de gens, hein, c'est la réflexion de Tumba, Bossale. Des têtes pensantes. Voilà. Et c'est dans ces cadres-là qu'on a dit au Congo,
Le combat contre les Rwandais, je l'ai dit, nous, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. On l'a fait sans tambour ni trompette. D'accord. Batou, le combat Rwandais, Bazoya. Batou, qui est Mayele, le jour, il a rendez-vous avec Mayele. Qui? Le Congolais. Pour lui annoncer la nouvelle. Il me fait venir dans mon bureau. Je descends. Il y a une carte là. Je descends. J'arrive chez lui, je le trouve avec le capitaine Joly et le major Bossali. À 4, on embarque dans sa jeep. À partir de l'immeuble de la bourse. Non, le Marsavco, on a des chaînes individuelles, c'est le vieux Ndundu. Oui, juste en bas. Oui. Exactement. Il y a le réseau du général. Pendant le général qui est au coin, général Maïlé au coin. Voilà. Oui. Vous savez pourquoi? Puisqu'entre lui et le général Maïlé, en fait, ils sont voisins. Ils sont voisins, oui. C'est là où Kankongoulou a rendez-vous avec le général Maïlé pour lui annoncer que le maréchal a répondu positivement à notre requête. Vous revenez à la tête de l'armée pour remplacer le général Baramou. D'accord. Nous n'avons aucune idée. Et beaucoup de choses qu'ils disent là. Le maréchal ne faisait plus confiance à ses frères. C'est beaucoup de choses qui échappaient, leur échappaient, mais il les faisait avec Mayele et Kongoulou à partir de ce moment-là. Et on est arrivé chez le vieux Ndundu qui pourrait me suivre dans son salon. Kongoulou a demandé à ce que je déploie la carte. Je déployais la carte. Il a commencé à expliquer au général Mayele l'état où se trouvait la situation sur le terrain. Ok. Pas qu'il me prenne pour ici. Et ils se sont isolés avec le général Mayele à la piscine. Et les deux, il lui transmet le message du maréchal que non, c'est vous maintenant. Voilà comment le général Mayele revient dans l'armée. Pourquoi? Puisque le président n'avait plus confiance à ses frères. Maintenant, vous avez parlé de la relève. D'après le maréchal, Mayele et Kongoulou devaient assumer sa relève. Tu pouvez pas dire plus fort, s'il vous plaît? Mayele et Kongoulou devaient assumer sa relève. Ah. Le général Mayele et le capitaine Kongoulou devaient assumer sa relève. Vous savez, quand il nomme le général Mayele ministre de la Défense et chef d'état-major, voilà. Ça se fait où? Nulle part au monde. C'est une façon de lui donner le pouvoir. Et c'est ceci, c'est la mort du général Mayele est venue. Ses frères ont compris que, au lieu de nous donner, nous, le pouvoir, vous allez donner à celui-là. Et lui et vous, on va vous tuer. Mayele est mort. Au Kanchachi. Lui devait mourir à Guadeloupe. Mobutu. Mais vous connaissez l'histoire. Il est décollé un extrémiste, ça tirait déjà. Il ne voulait même pas dire je vais mourir. C'est mon tour que lui a fait parler. Et Kongoulou irait mourir quelques mois plus tard. Après le maréchal. Après. Il n'avait pas préparé sa relève. Nous qui savions, vous savez que tel que les gens m'ont investi là, il a déjà le pouvoir. S'il ne mourait pas, il devait s'entendre avec le Kabila et les autres. Et bon, moi je me limite là. Je ne peux pas confirmer des choses que j'ai. Mais en s'agissant de la relève, il avait déjà, moi je suis malade, le pouvoir est à moi. Mon cher Arsène, quand on vous donne le ministre de la Défense, je ne sais quoi. Ce n'est pas le pouvoir qu'on vous remet. Et ton petit frère est là. Et c'est pourquoi Mayele ne faisait rien sans Congo. Et quand les gens disent que Kongoulou a tué Mayele... Voilà, revenons là-dessus. Voilà, c'est une bonne question. Il y a cette rumeur qui règne jusqu'aujourd'hui. Que c'est Kongoulou qui serait rentré au Kanchachi qui aurait abattu le général Mayele. Non. Kongoulou était chez lui à domicile. À part, il restait pour parler de mal, en face du palais de mal. Oui, en face, oui. Il louait là-bas. Alors, il y avait un capitaine. Le problème, c'est qu'il n'avait pas appelé Kongoulou avant. Je sais pas, vous savez, quand la mort te hante, il est d'abord rentré au Kanchachi. Le général. C'est quand il a eu des difficultés qu'il a dit à Kongoulou que j'ai des problèmes. Parce que ça chauffait au Kanchachi. Oui, ça tirait déjà. Mais c'était déjà trop tard. Comme on a dit, j'arrive. Il est parti. Il est descendu. Bon, lui aussi, il fait la tactique, non? Il est descendu par Chanik. Le général. Kongoulou. D'accord. Il vient pour la rescousse du général Mayele. Oui. Arrivé au niveau de l'IBTP, il est su de tir. Puisque
Ce sont des spécialistes. Quand on commet un crime, on isole l'endroit du crime, non? On a encadré l'endroit du crime. Il y avait déjà des gens de partout. Et ils ont empêché, ils ont freiné Kongoulou. Le temps des parlementaires, il est arrivé en retard. Le général Maï était déjà exécuté. Mais lui, il venait à la rescousse du général Maï. D'accord. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand il ordonne maintenant l'évacuation du corps du général Maï. Donc, d'un moment à l'autre, ils vont faire péter ça. C'était une équation. Hein? Comment on va faire pour désamorcer ça? Nous, on est quand même partis à l'autre, à Kibumango. On a fait le plein, on avait un conteneur, un camion conteneur. On a fait plein de munitions. Notre stock est opérationnel qu'on devait garder chez lui, dans notre base. Pendant la séparation, la coexistence là entre les gens de l'Afrique. Maintenant, au notre retour le vendredi matin, on nous dit non, le maréchal qui ne voulait pas quitter Kinshasa est revenu quand même sur sa décision, il est en train de voyager. C'est comme ça que Congo a dit bon d'accord, déployons-nous à l'aéroport. C'est quand je dis là. Et comme ça, le maréchal a voyagé. Il est parti. À ce moment-là, on est vendredi. Oui. 10h, 11h de décollage de l'avion. Je suis là depuis 18h d'hier soir, de jeudi. Je n'ai pas dormi. Toute la nuit, on était en train de charger. Puisque quand il y avait l'histoire des munitions, lui tenait toujours ce que moi je sois là. D'accord. La quantité que moi je vais lui dire, c'est ce que. Donc il va valider. Donc je veille. On rentre. On arrive à 11h, le marché d'école, 11h, 12h si je me trompe. On recommence, mais comme on doit faire le tour de la ville. On ne doit pas aller directement. Pourquoi? Parce que le maréchal est parti pour sécuriser un peu la population. En nous voyant, ils seront un peu. On a fait maintenant un peu espèce de carnaval là, de Lumumba, on a pris place au 7e rue, Yolo Médical, Victoire, Bandale, Bloc. Ce qui fait qu'on est arrivé le soir chez lui. D'accord. Il faut surveiller maintenant le dépaquetage. On est 20h, 21h. Le temps que je prenne, maintenant on est vendredi soir. On n'était pas encore venu, 18h, 19h. Le temps que je prenne ma voiture et traverser toute la ville jusqu'à Salon chez moi, j'arrive, je dépose tout. C'est madame qui m'avait fait des chaussées. Parce que je venais de veiller depuis jeudi. Regardez comment j'étais absent ce jour-là. Maintenant, j'ai amené et les téléserres et la radio Motorola déchargé. Je n'ai pas branché ça. Je suis tombé tel que j'étais. Or, lui ne cessait d'appeler toute la nuit. Il appelait, mais c'était fermé. Et le matin, on apprend que l'AFDL est déjà entré. C'est la RFI, c'est madame qui me réveille. On dit que je n'ai pas accouché. Ok. Vous m'avez posé pourquoi je n'étais pas là, mais parce que j'étais fatigué. D'accord. J'ai passé, puisqu'en principe, tel que j'étais revenu à 20h, je me préparais pour 20h, 21h et repartir encore. D'accord. Mais cette fois-là, j'avais fait 2 jours. Oui. D'accord. Et il a continué à appeler, il a continué à m'appeler, puisqu'ils étaient avec Martin. Ils m'ont continué à m'appeler jusqu'à 11h, jusqu'à la traversée. Et il est parti avec Martin Maupassé. Avec Martin Passé. Oui. Il tenait à ce que je sois la mère. D'accord. La communication était coupée. Aujourd'hui, vous regrettez d'avoir raté ce départ? Oui. C'est quelque chose qui manque dans mon histoire. Hein. D'accord. C'est comme, oui, c'est comme si vous avez vécu une histoire inachevée. D'accord. Et puis, je suis en train de penser que si on s'était retrouvé avec, peut-être qu'il n'allait pas traverser. D'accord. Et c'est pourquoi il insistait. Mais comme moi, je n'étais pas là, il est parti quand même. C'était à 11h. D'accord. Mais je crois que si on s'était retrouvé, il n'allait pas traverser à Brazza. Ah, le destin fait que les choses se passent ainsi, malheureusement. Dieu oui, ça s'est passé comme ça. Alors, je crois que pour aujourd'hui... Voilà. Oui. Alors, juste un petit mot pour clôturer l'émission de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, parce que c'est pas fini. Il n'y a pas fini, parce que je vous rappelle qu'on a toujours le livre
le vrai Mobutu qu'on va décortiquer, bien décortiquer. Et parmi les premiers points qu'on commencera à décortiquer, c'est le faux vrai coup d'État de Mobutu contre Joseph Kasavubu. C'est le point que nous allons décortiquer la prochaine fois. Et ça, on en reparlera très prochainement. Alors, ne manquez surtout pas le prochain rendez-vous et surtout, n'oubliez jamais de vous abonner sur votre chaîne Arsène Kamango TV. Mon capitaine, je vous remercie beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler avec vous et on continue parce que l'histoire, elle est grande. On doit édifier, effectivement. Et vous, justement, vous avez une grande partie de l'histoire. Alors, il faut la léguer aux générations futures. Absolument, laisser témoignage. Et j'espère que beaucoup d'autres aussi qui ont beaucoup de témoignages suivront l'exemple du capitaine qui donne son témoignage. Et vous pourrez aussi le faire à votre façon. Passez à votre émission Zoom. Et on pourra zoomer aussi sur l'histoire, les témoignages que vous avez, qu'on aimerait tous connaître et partager. Parce que l'histoire, elle ne change pas. Alors si vous avez l'histoire, venez zoomer ici dans Zoom. Et c'est comme ça qu'on se quitte aujourd'hui. Merci beaucoup.